Je représente la filiale béninoise. C'est une société qui est dans 24 pays au monde. Nous faisons du recrutement, donc mise à disposition du personnel, tout ce qui est lié aux ressources humaines, un département marketing digital, un département produits parapharmaceutiques et beaucoup d'autres choses. Donc voilà ce que je peux dire sur ma modeste personne avant de vous proposer, bien évidemment, les points que nous allons aborder tout au long de cet échange-là. Alors, on va voir d'abord de quoi parle-t-on, c'est-à-dire le sujet en question. Quand on parle d'entretien d'embauche, il s'agit de quoi? Parce que c'est important de bien appréhender l'exercice pour savoir comment s'y préparer. Et en point 2, nous allons parler des erreurs fréquentes, des erreurs courantes que les offreurs de services commettent lorsqu'il s'agit d'aller à un entretien d'embauche. Et point 3, nous verrons évidemment que tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation pour réussir l'entretien d'embauche. Et nous verrons ensuite, en point 4, pendant l'entretien, comment se comporter, comment répondre aux questions, quels sont les éléments à maîtriser pour ne pas subir l'entretien d'embauche. Point 5, après l'entretien d'embauche, qu'est-ce que vous devez faire en tant que candidat? Et enfin, bien sûr, si vous avez des questions éventuelles à poser et des apports à faire, ce sera avec grand plaisir que je les recevrai. Voilà donc les 6 points que je vous propose. C'est bon, on peut commencer? Oui. Super, merci beaucoup. Alors, de quoi parle-t-on? Évidemment, bien sûr, nous voulons parler de l'entretien d'embauche. Et quand on parle de l'entretien d'embauche, ce n'est pas un exercice d'interrogatoire. Ce n'est pas un interrogatoire auquel vous soumet un inspecteur de police, mais c'est plutôt un échange entre deux professionnels. Et quand on parle de deux professionnels, vous, en tant que candidat, vous êtes un professionnel parce que vous avez des choses à apporter à l'organisation. Et le recruteur également qui sera en face de vous, c'est un professionnel qui veut faire son travail de recruteur, trouver l'appel rare, la personne adaptée pour occuper un poste donné. Donc c'est une rencontre d'échange, pas un interrogatoire, j'insiste là-dessus, parce que évidemment vous irez à certains entretiens et les recruteurs vont se comporter comme des inspecteurs de police. Et à chaque fois quand je rencontre des collègues, je leur rappelle, ce n'est pas un interrogatoire, c'est juste une rencontre pour échanger avec le candidat. Et le but donc de cet exercice-là, c'est de vérifier en quoi et comment les compétences du candidat sont à même de répondre au poste à pourvoir. Lorsque vous venez à un entretien d'embauche, c'est pour vérifier si vous êtes la bonne personne ayant les qualifications qu'il faut, les compétences qu'il faut, les prérequis qu'il faut pour occuper le poste qui préalablement avait été décrit. Donc, c'est le but essentiel. Si, en tant que candidat, vous comprenez que c'est le but que vise l'entretien d'embauche, vous saurez vous préparer. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'entretien d'embauche. Et c'est un exercice important auquel nous soumettons les candidats lorsque nous recevons des candidatures. Après un tri, nous les appelons pour des tests. Et après les tests, il y a cette étape indispensable qui est l'entretien d'embauche. Et si vous êtes à l'étape de l'entretien d'embauche, c'est que vous avez tapé dans l'œil du recruteur en griffe, comme on le dit, c'est que vous avez des compétences. Parce que vous êtes passé par deux filtres, d'accord, le filtre du tri, le premier tri. Ensuite, le deuxième filtre, vous êtes passé par les mailles des tests. Et on vous convoque à un entretien, ça signifie que vous avez des capacités, des choses à proposer à l'organisation. Donc, vous devez déjà être fier d'être à cette étape-là. Alors, mais de mes 7 à 8 années d'expérience, j'ai constaté que les candidats font beaucoup d'erreurs quand on parle d'entretien d'embauche. Alors, la première erreur que je vais évoquer ici tout de suite, c'est venir en touriste. J'ai constaté que beaucoup de candidats vont à des entretiens d'embauche comme s'ils étaient des touristes. J'irai voir ce que ça va donner. Non. Nous sommes sur un terrain, c'est un combat en griffe où c'est le meilleur qui gagne. Et donc, on ne devrait pas aller à un entretien juste pour se dire j'irai voir. Non, vous y allez pour que le recruteur vous retienne. Ça signifie que vous n'allez pas là-bas juste pour observer.
un paysage, ou bien pour découvrir. Non, vous allez là-bas pour impressionner le recruteur, faire donc bonne impression et repartir la tête haute. Donc, il y a beaucoup de candidats qui viennent en entretien sans feuille de route, sans objectif probant. Donc, ils viennent en touriste. C'est une erreur fréquente. Deuxième erreur fréquente que nous observons, s'éterniser dans votre présentation. Vous êtes à l'entretien d'embauche et depuis 5 minutes, depuis 10 minutes, vous n'avez pas fini votre présentation. Il y a des recruteurs qui vous laissent faire, ils vont voir jusqu'où vous êtes capable d'aller dans votre présentation. On ne s'éternise pas dans la présentation. On verra ça tout à l'heure. C'est une erreur grave. Où il y a certains qui vont de coq à l'âne. On commence par parler de sa vie privée, on commence par parler de son village natal, etc., sa formation au cours primaire jusqu'à l'université. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Troisième erreur que j'ai constatée, ne pas avoir préparé les réponses aux questions. Voilà, ne pas avoir préparé les réponses aux questions. C'est vrai que lorsque vous voulez aller à un entretien d'embauche, il y a beaucoup de personnes qui vous font peur, qui vous disent oui, il y a des questions pièges. Moi, je vous dirai ce soir qu'il n'y a pas de questions pièges à un entretien d'embauche. Les questions que vous considérez comme étant des pièges, c'est des questions auxquelles vous n'aviez pas pensé avant de venir. D'accord? Si vous savez qu'arriver à un entretien, il y aura un certain type de questions qu'on va vous poser, elles ne se présenteront jamais comme des questions pièges. C'est cela. Donc, ne pas avoir préparé globalement son entretien d'embauche est souvent un échec. Quatrième erreur, dire du mal. Ah oui, il y a des gens qui viennent en entretien pour dire du mal de qui? Dire du mal de leurs anciens collaborateurs, dire du mal de leurs anciens employeurs. Quel message vous renvoyez lorsque vous dites du mal des autres en face d'un recruteur qui veut vous avoir dans son effectif? Donc, c'est une erreur grave à ne plus commettre. Cinquième erreur, poser les mauvaises questions. Oui, il y en a qui posent souvent des questions auto-centrées. Vous êtes presque à la fin de l'entretien et le recruteur vous demande avez-vous des questions à poser. Il y en a qui posent des questions auto-centrées sur leur propre personne, sur les avantages qu'ils ont directement, au lieu de poser des questions sur l'entreprise ou sur le poste directement ou son environnement. Donc, les gens posent les mauvaises questions. Question 6, mentir. Ah oui, il y en a qui mentent allègrement au cours d'un entretien d'embauche, mais ils oublient qu'à l'aide de l'Internet, tout se vérifie. On peut vous demander des références, appeler les personnes en question et leur demander si effectivement ce que vous dites est vrai. L'Internet, avec l'Internet, tout se vérifie. Donc, des gens mentent et ils pensent que le recruteur est dupe. Non, pas du tout. Le recruteur peut savoir. Septième erreur, afficher les signes d'un manque de confiance en soi. Oui, il y en a qui viennent en entretien d'embauche et qui farfouillent un peu, il y en a qui tournent en rond, il y en a qui font des gestes stériles. Ça montre tout de suite qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes. Or, c'est la base pour réussir un entretien d'embauche. Vous allez là-bas, ce n'est pas pour vous faire taper. Vous allez rencontrer un professionnel avec qui vous allez discuter. Il ne va pas vous taper non plus. Et donc, vous devez rester tranquille, professionnel, faire passer votre message et à la fin, sûrement que vous serez retenu. Et la dernière erreur que j'ai ciblée pour vous, raconter sa vie. Oui, il y en a qui vont en entretien d'embauche pour raconter leur vie, pour demander la pitié du recruteur. Non, pas du tout. Nous, on ne recrute pas sur cette base-là. Le sentimentalisme n'a rien à voir dedans. Il y en a qui racontent leur vie et qui demandent aux recruteurs de faire en sorte qu'ils aient le poste. Non. Si vous avez les compétences qu'il faut, on va vous retenir. Voilà donc quelques erreurs que j'ai répertoriées sur des comportements que les candidats adoptent souvent lors des entretiens d'embauche. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un se reconnaît dans l'une des erreurs? Pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de l'entretien d'embauche. Oui, bien sûr. Oui, je suis curieux de savoir quelle erreur, par exemple, vous avez déjà commise. Moi, par exemple, je dirais que
d'habitude, je n'arrive pas à trop développer ma présentation. Genre, je m'éternise pas en ce qui concerne la présentation. Je fais 1, 2, 3 phases et puis voilà, je me tais. Et Et je puis reste tu te me plaire. tais, c'est le recruteur qui te relance à chaque fois. Voilà. Ça me rappelle un entretien, je dis présentez-vous, elle dit son nom, un prénom, elle se tait. Je dis vous avez quel diplôme, elle dit elle se tait. Bon, vous voyez. Alors qu'il faut quand même préparer sa présentation, ce que nous appelons le pitch, tout au début. On verra ça. Merci. Une autre personne qui a une expérience dans le domaine? Alors, s'il n'y en a pas, on va continuer. Alors, nous allons parler, bon, il y a d'autres erreurs, on va laisser ça de côté. Nous allons parler de la préparation. On va parler de la préparation. Tout est dans la préparation. Si vous prenez par exemple deux bûcherons, le premier qui essaie de couper son arbre depuis 1 heure, qui n'y arrive pas. Vous voyez un deuxième qui vient avec sa hache, lame bien aiguisée, qui vient en 15 minutes, qui abat l'arbre. La différence se retrouve où? La différence se retrouve dans le fait que la deuxième personne qui est venue est passée 1 heure à aiguiser la lame de sa hache. C'est ça la différence entre les deux. Ça signifie quoi? Lorsque vous passez votre temps à préparer un événement, un projet, vous avez beaucoup plus de facilité à le réaliser. Voilà pourquoi c'est important de se préparer. Lorsque vous voyez donc les athlètes de grand niveau qui arrivent donc à surpasser, à dépasser des records, c'est des personnes qui se préparent fortement, des entraînements de 4-5 heures par jour pour être au haut niveau, pour pouvoir affronter des compétitions. C'est pareil lorsqu'il s'agit d'un entretien. Vous devez vous apprêter pour y aller. Alors donc tout est dans la préparation. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans votre préparation? Vous devez déjà essayer de vous projeter dans l'entretien en faisant un vide dans votre tête. Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas à faire ce vide-là dans leur tête, ils ne se projettent pas dans l'entretien, ils se disent ça va mal se passer, d'ailleurs, j'arrive jamais à m'en sortir dans les entretiens d'embauche. Non, il ne sert à rien de ressasser le passé, il ne sert à rien de se dire oui, les recruteurs sont toujours les mêmes, c'est des gens qui vous stressent inutilement. Non, essayez de faire le vide dans votre tête. D'accord? Ne pensez pas à d'autres choses. Essayez de vous concentrer sur l'entretien auquel on vous a invité. Donc, faire un vide dans votre tête, c'est une préparation mentale. Vous devez être serein pour participer à l'entretien. Vous devez également vous renseigner sur l'entreprise. Vous vous renseignez sur l'entreprise. Il y en a effectivement qui ne se renseignent pas sur l'entreprise qui recrute. Certes, il y a des cabinets pour des raisons de confidentialité qui ne mentionnent pas le nom de la structure, mais au moins si vous connaissez le cabinet, vous pouvez vous renseigner simplement sur le cabinet. Le recruteur sait en même temps, comme il n'avait pas mentionné dans l'offre le nom de l'entreprise, il ne vous demandera pas lors de l'entretien qu'est-ce que vous savez de nous, par exemple. Donc le recruteur professionnel sait qu'il doit faire la part des choses. Mais si vous connaissez le nom de la structure qui recrute, vous devez vous renseigner avant d'y aller parce que des questions peuvent vous être posées sur cette organisation-là. Et donc la carte de visite, quelles sont les informations clés que vous devez savoir? La carte d'identité de l'entreprise, donc la raison sociale de l'entreprise, son nom, voilà, le commercial, son activité, quelles sont les activités que mène cette organisation, ce qu'elle offre par exemple aux populations, quelles sont ses réussites, peut-être qu'elle a organisé des événements, peut-être qu'elle a été cotée en bourse, peut-être qu'elle a remporté des prix, etc. Quelles sont ses réussites? Ça montre effectivement que vous suivez l'actualité de l'entreprise et que vous êtes une personne curieuse. Ça commence par là. Ces difficultés, ces défis. Voilà. Quelles sont les difficultés de l'entreprise? Parce que c'est sur la base de ces difficultés, de ces défis, que vous pourrez faire des propositions en entretien. Aujourd'hui, sachez-le en même temps, nous sommes à l'ère du digital. Nous sommes à l'ère des organisations agiles, des organisations qui arrivent à s'adapter. Et si vous êtes un candidat, un offreur de services, c'est que vous aurez des solutions à proposer face aux difficultés que rencontre une entreprise. Voilà pourquoi il faut se renseigner sur ces éléments-là. Les méthodes de travail, l'actualité de l'entreprise. Et quand je parle de méthodes de travail, vous pourrez proposer d'autres que vous jugez que ces méthodes de travail ne répondent plus aux défis de l'heure. Vous pourrez proposer des mêmes. Mais si vous n'êtes pas renseigné là-dessus, ce n'est pas évident que vous ayez des propositions à faire. Préparez votre pitch de 2 minutes. Moi, j'ai mis 2 minutes chrono parce que c'est
important. Lorsque vous voulez faire passer un message, après 2 minutes, on ne vous suit plus globalement. La plupart des discours qui sont dits, parce qu'on dit un discours, la plupart des discours qui sont dits, vous allez constater qu'au bout d'1 minute 30, 2 minutes, le message essentiel est passé. Tout le reste n'est que du bavardage en griffe. Voilà pourquoi on vous demande de préparer un pitch de 2 minutes lorsque vous allez à un entretien. Et tout de suite, quand le recruteur vous relance, présentez-vous, vous lui servez votre pitch et il y a les éléments essentiels là-dessus. Je vous donnerai tout à l'heure les éléments à mettre dans votre pitch pour ne pas aller de gauche à droite. Et voilà, donc, nous y sommes. Dans votre préparation, vous devez dire qui vous êtes. Et ça, vous ne pouvez pas oublier qui je suis. Qui suis-je? Je suis, c'est nom, prénom, votre formation et ce que vous faites actuellement. Évitez, si ce n'est pas un stage, évitez de dire je suis étudiant de l'endroit. Non, ce n'est pas des étudiants qu'on veut recruter. On veut recruter des professionnels, à moins que ce soit un stage. D'accord? Qui suis-je? Vous devez préparer ça. Votre nom, prénom, la formation que vous avez suivie. Si vous avez suivi 2 formations, c'est-à-dire vous avez commencé par une formation donnée, vous avez fini par une autre, et qu'est-ce qui vous a amené à ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est le deuxième élément à préparer. Et quand on dit qu'est-ce que vous avez fait, c'est votre parcours professionnel. C'est ça qui intéresse le recruteur. Vous avez fait quoi concrètement comme activité professionnelle? Donc là, si c'est 3 entreprises que vous avez dans lesquelles vous avez travaillé dans 3 entreprises, pardon, vous allez donc répertorier des éléments clés qui ont un rapport avec le poste et vous en parlez. Vous en parlez de façon succincte. Donc, je suis Désiré Sossou, j'ai suivi une formation en ressources humaines. Aujourd'hui, je suis recruteur, je suis consultant en management des organisations. Je suis également formateur, par exemple. Après ma formation dans ce domaine, j'ai découvert que j'ai de la passion pour le recrutement, trouver des perles rares pour les entreprises. J'ai cette passion-là de transmettre mes connaissances. C'est ce qui m'a amené donc dans telle entreprise d'abord, où j'ai fait 2 ans. À ce niveau, j'ai construit donc le plan de formation de cette organisation. J'ai pu recruter 4 ou 5 agents pour eux. Ensuite, j'ai fait telle autre entreprise, 2 ans. Vous en parlez, ce que vous avez fait concrètement. La 3e entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'est telle entreprise. Vous citez, vous dites également 2 ou 3 résultats auxquels vous êtes parvenu. Vous voyez, c'est succinct. Que puis-je apporter maintenant avec toutes ces expériences que j'ai acquises dans ces 3 organisations? J'estime qu'aujourd'hui, je peux vous aider dans le développement de vos activités. Et si par exemple, si vous êtes un commercial, vous en parlez. Si vous êtes un comptable, vous en parlez. Tout ce que vous pourrez apporter en termes de méthode, tout ce que vous pouvez apporter en termes d'innovation, d'idées. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à l'ère de l'innovation. Et on veut des candidats capables d'accompagner les organisations. Est-ce qu'à cette étape, vous me suivez? C'est bon? Allô? Allô? Oui, ça peut aller. D'accord, super. Parce que ça me permet de temps en temps de savoir s'il n'y a pas un problème de connexion. Alors, nous étions sur la préparation. J'ai apporté le pitch en 3 éléments. Qui suis-je? Qu'ai-je fait? Et que puis-je apporter à votre organisation? Vous devez également vous poser la question de savoir quelles sont mes qualités pour prétendre à ce poste en termes de savoir-faire. On veut vous recruter pour un poste de gestionnaire comptable. Vous devez, dans votre préparation, vous poser la question de savoir quelles sont les qualités d'un comptable que moi je détiens. Puisque vous êtes sûr qu'à poser des questions dans ce domaine. Et quand on dit qualité, c'est vos qualités liées au poste, ce n'est pas vos qualités de façon générale dans la vie. Donc, vous devez vous préparer à répondre. Et surtout préparer les réponses, ce n'est pas des incantations, c'est plutôt des exemples concrets. Quand vous dites que vous êtes personne rigoureuse, vous devez être capable de donner un exemple de votre vécu professionnel pour étayer cela. Quelles sont mes forces possibles? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, les forces possibles? Ça, c'est vos potentialités. Certes, vous êtes comptable, mais vous avez également cette capacité-là d'utiliser les réseaux sociaux, ou bien vous maîtrisez d'autres logiciels au-delà des logiciels basiques de votre domaine.
Quelles sont vos forces possibles? Que puis-je améliorer? Pourquoi puis-je améliorer? Parce qu'en entretien, on peut vous demander vos défauts. Et quand on dit défauts, en fait, ce sont vos points d'amélioration. On ne donne pas des défauts typés. Quand on dit défauts typés, c'est des mots tout faits que vous lancez. Non. On fait des phrases pour expliquer que ce sont des points d'amélioration. Vous étiez tel, mais aujourd'hui, vous faites des efforts pour dépasser cela. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Vous devez rechercher ces points-là avant d'aller à l'entretien. Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Parce qu'il peut arriver à un entretien, on vous demande pourquoi vous? Pourquoi on doit recruter vous? Pourquoi pas les autres? Donc, vous devez être capable de trouver 2 ou 3 petites là. Quand je dis des petites, ce n'est pas, vous comprenez ce que je dis, comme le disent les Ivoiriens, 3 petites topos là, des clés qui vont vous distinguer des autres. Vous devez également vous poser la question de savoir en quoi suis-je le meilleur interlocuteur possible pour le recruteur. Oui, vous êtes le meilleur interlocuteur parce que vous avez des choses à apporter à l'entreprise. Vous devez être convaincu de cela. La question de la confiance en soi, de l'estime de soi, c'est important pour aller en entretien réussi. Pourquoi vous voulez travailler avec cette société? Pourquoi vous voulez travailler avec nous? Peut-être que vous avez suivi l'actualité de l'entreprise. C'est une entreprise qui incarne les valeurs, vos propres valeurs. C'est une entreprise qui répond à certaines attentes environnementales. C'est une entreprise qui a une certaine responsabilité sociétale. Donc, vous avez forcément vos raisons. C'est vrai qu'à la fin, il y a toujours le nerf de la guerre. Vous rejoignez l'entreprise parce que l'entreprise offre de meilleures conditions de travail. Que puis-je apporter en termes de savoir-faire et de savoir-être? Vous devez poser ces questions-là parce que ça va vous permettre de préparer quoi? De préparer votre pitch. Vous vous rappelez le deuxième aspect, deuxième point que j'ai abordé tout à l'heure. Que puis-je faire? Que puis-je apporter à l'organisation? Donc, en termes de savoir-faire, donc de savoir-faire et de savoir-être. Tous ces éléments-là sont mis dans vos compétences en question. Alors, vous devez également vous poser la question de savoir quels sont les défis de l'entreprise. L'entreprise a quel défi? L'entreprise a quel défi à relever? Et si vous identifiez les défis, facilement vous pourrez proposer des solutions. Ce n'est pas arriver devant le recruteur que si une question par rapport à une méthode donnée vous est posée, que vous allez commencer par regarder en l'air. Non. Vous devez démontrer au recruteur que vous êtes bien préparé avant de venir. Vous devez également, dans votre préparation, penser à votre apparence. Oui, apprêter une tenue qui est adaptée au poste et dans laquelle vous vous sentez à l'aise. J'insiste sur cet aspect-là. Tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Ne rentrez pas dans des moules, dans des stéréotypes où on vous dit, c'est sur l'image que vous voyez, monsieur est en costume. Ça ne veut pas dire que vous devez être en costume pour aller forcément à un entretien. Ça dépend du poste. On veut recruter un ouvrier sur chantier, vous n'irez pas en entretien avec votre costume. On veut recruter un commercial, d'accord, vous devez montrer que vous êtes bien habillé, chic, pour aller rencontrer les clients. D'accord? On veut recruter un gestionnaire des ressources humaines. Oui, vous pouvez vous habiller, même si ce n'est pas en costume. Ce que vous portez, il faut que ce soit propre. Voilà, soit propre. J'insiste sur ça. Bien repassé. On ne vous demande pas d'aller louer pour aller en entretien. On ne vous demande pas de vous endetter pour aller acheter un costume pour aller en entretien ou bien pour acheter un tailleur pour les femmes pour aller en entretien. On vous demande juste d'être propre. Ça me rappelle une anecdote. J'avais un entretien avec un monsieur, il est venu, il était tout sale. Il avait porté un jean bleu, je me rappelle la couleur, une chemise blanche. C'était une marche longue, mais j'ai remarqué au bout des bas, c'était un peu troué et c'était sale, le col pareil. Il a porté des tapettes. Or, je voulais recruter des commerciaux pour une boîte. Alors, vous imaginez, quand je l'ai vu en même temps, je lui ai demandé de faire 2 pas en arrière. Il a fait 2 pas, je lui ai dit de s'observer et de me dire s'il reconnaît qu'il est bien habillé, si je dois le recevoir. Il a titubé un peu, je l'ai renvoyé. Je lui ai demandé de revenir d'ici à 2 jours pour notre entretien, en portant la même tenue, mais propre. J'étais sûr que s'il revenait, j'allais lui donner une chance. Mais bon, il n'est pas arrivé au 2e jour. Oui, c'est pour vous dire que c'est important de vous habiller proprement. On ne vous demande pas de vous endetter. Donc, vous pensez à ça. Qu'est-ce que je dois porter pour aller en entretien?
Vous devez également, pour être original, apprêter un cartable. Ça, c'est une idée que je donne souvent aux gens. Apprêter un cartable. Pourquoi un cartable? C'est pour impressionner, en fait. Vous prenez votre cartable, vous mettez votre CV là-dessus. Si vous avez des documents, des schémas à montrer, c'est peut-être, vous êtes un développeur web, vous êtes un design, c'est pas développement, vous faites du design pour les sites internet, vous avez des productions, vous êtes un graphiste, etc. Vous avez en temps des productions qui ont été réalisées. Vous pourrez avoir quelques exemplaires, vous les mettez dans votre cartable et vous écrivez subtilement le nom de l'entreprise sur votre cartable. Entretien, entreprise X, entreprise Y, par exemple. Et quand vous arrivez à l'entretien, vous déposez ça légèrement sur la table. Ça fait beaucoup plus professionnel. Voilà pourquoi je vous recommande cela. Nous avons fini la partie de la préparation. J'estime que si vous avez réalisé tout cela dans votre préparation, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes en entretien, pendant l'entretien. Le jour J est là, on vous appelle. D'accord? On dit, monsieur Tantampion, oui, vous rentrez dans la salle. Vous rentrez dans la salle, le recruteur, s'il doit bien faire son travail, il vous salue, il vous serre la main. C'est vrai, nous sommes à une période sensible, on ne se donne plus les... Mais il va faire le signe qu'il faut pour vous saluer normalement et vous inviter à vous asseoir. S'il ne vous invite pas à vous asseoir, ne le faites pas. Attendez, peut-être qu'il veut vous tester aussi. Le recruteur également peut vous demander, vous proposer de l'eau à boire. Allez-y, volontiers, acceptez. Parce que n'oubliez pas que vous êtes deux professionnels. C'est comme rendre visite à quelqu'un et vous offre de l'eau. Prenez de l'eau. C'est même un signe. En prenant votre eau, vous serez tranquille. Oui, vous allez vous détendre. Donc vous allez respirer profondément. Vous respirez profondément. Mais je tiens quand même à dire, lorsqu'on vous appelle pour un entretien d'embauche, il faut aller 10 minutes plus tôt. D'accord, 10 minutes ou 15 minutes plus tôt, allez là-bas, asseyez-vous, détendez-vous, respirez, pensez à ce qui va se passer. Dites-vous, l'entretien sera une réussite. Voilà. Sinon, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là si vous ne voulez pas que l'entretien soit une réussite? D'accord? Donc, asseyez-vous proprement, respirez, visualisez la réussite de votre entretien. Dites-vous, non, ça va bien se passer. Que vous allez fêter, c'est clair, parce que vous serez la personne qu'on va retenir. C'est ça, on souhaite. Si vous-même, vous n'y croyez pas, pourquoi vous voulez que le recruteur y croit? Oui. Donc, croyez-y. Croyez-y. Hein? Et restez donc dans cet état d'esprit-là avant qu'on ne vous appelle. Alors, donc, quand vous allez rentrer en scène, la poignée de main, lorsque le recruteur vous tend la main, il faut que la poignée de main soit ferme. On ne vous demande pas de casser les doigts du pauvre recruteur, mais vous devez quand même montrer que vous avez de la vivacité, que vous avez de l'énergie. Il ne faut pas que ce soit une main que vous donnez au recruteur. Donc, il faut éviter de faire, il faut éviter ce que vous voyez sur l'image là. C'est comme si vous évitez de lui donner votre main. Vous évitez cela. Si, comme nous sommes en période de Covid, si c'est le coude qui vous donne, il n'y a pas de problème. Si c'est le pied également qui vous donne, il faut répondre à cela. Et montrer effectivement que vous n'avez pas peur, que vous êtes là pour échanger avec un professionnel comme vous. Alors, la partie de la posture. Le monsieur vous invite à vous asseoir. Heureusement, il vous invite à vous asseoir. C'est bon, vous me suivez? Oui, oui. Super, merci beaucoup. Alors, on vous invite à vous asseoir. Vous voyez, sur cette image-là, il y a plusieurs postures. Hein? Il y a plusieurs postures. Et j'en ai rencontré plein. Alors, je vais vous faire part de ces postures-là. Regardez la posture numéro 1. La personne qui est assise, elle est penchée en arrière, elle a le bras droit pendant, regard en l'air. Right? Ça, c'est une mauvaise posture. C'est une posture trop décontractée. C'est comme si vous êtes à la plage, vous êtes assis tranquillement sur votre banc et que vous voyez les badauds ou les enfants jouer. Non. Nous ne sommes pas en tourisme. Vous n'êtes pas là pour observer. D'accord? Donc, bras droit pendant, regard en l'air, ce n'est pas la meilleure posture à adopter lorsqu'on vous invite à vous asseoir. Vous allez me demander, mais pourquoi on parle encore de posture? Oui, c'est important.
Parce que quand on parle d'entretien d'embauche, c'est un exercice relationnel, c'est un exercice comportemental. On a déjà vérifié au niveau des tests vos compétences techniques. On veut maintenant vérifier vos comportements, vos compétences humaines, ce que nous appelons en anglais les soft skills, les fameuses soft skills que vous entendez tout le temps. C'est ça il s'agit. Donc, asseyez-vous normalement et vous vous asseyez d'une certaine manière. Ça montre effectivement que vous êtes stressé, ça montre que vous n'êtes pas bien préparé. Voyons ensemble cette deuxième posture. Assis sur le bout de la chaise, tête baissée. Baissez vers la table, bien sûr. Ça, c'est une mauvaise posture. Mal à l'aise, vous êtes prêt à quitter l'entretien. Certains vont se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Quand vous vous asseyez comme ça, c'est tout comme si vous envoyez un message au recruteur. Faites vite, moi je vais quitter. Faites vite, je vais partir. Vous êtes prêt à partir. Ça, c'est également une mauvaise posture. Mauvaise posture à ne pas adopter. D'accord? C'est une mauvaise posture qu'il ne faut jamais adopter. Troisième posture, et elle est mauvaise également. Vous êtes accoudé sur la table, la tête reposant sur la main. Ah oui. Mauvaise posture. C'est comme si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je fais ici, bon Dieu. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Non. C'est une mauvaise posture qu'il ne faut pas adopter. Accoudé sur la tête reposant sur la main. D'accord? Une posture assis. Vous êtes bien assis. Vous croisez vos bras. Remuant les pieds. Ouais, vous allez voir les gens qui remuent les pieds. Ça dit forcément quelque chose à quelqu'un. On remue les pieds. Ça montre que vous êtes vraiment stressé. Très stressé d'ailleurs. Mauvaise posture, c'est une attitude défensive. Vous vous débattez pour survivre. Vous vous débattez pour survivre. Or, l'échange, ça devrait être un exercice agréable pour l'un et l'autre des interlocuteurs. Vous n'ayez pas une attitude défensive. N'oubliez pas, hein, la communication, elle est à 80-90% non-verbale. Voilà pourquoi j'insiste sur la posture. Cinquième posture à proscrire, assis sur le bout de la chaise. Tête baissée, bras croisés, jambes croisées. Ah, là, c'est la totale, comme on le dit. Mauvaise posture, vous n'êtes pas du tout réceptif. Vous n'écoutez pas le candidat. Et tout ce que je dis là, ça, par exemple, cette posture 5, ça ne m'est pas encore arrivé. C'est arrivé à des collègues qui m'en ont parlé. Je suis dans un groupe où on parle souvent des pires anecdotes de recrutement, mais il y en a. Il y en a où comme quelqu'un qui s'est présenté pendant 20-25 minutes, 30 minutes, alors qu'on lui a posé une seule question. Vous voyez? Donc, posture numéro 5 à proscrire. Sixième posture, ça c'est une posture de rigolo. Vous êtes assis sur une fesse, légèrement de côté, le coude droit sur le dos de la chaise. Jambes croisées, jambes croisées. Imaginez un peu, vous êtes assis sur une fesse, légèrement de côté, le coude droit sur le dos de la chaise, jambes croisées. Mauvaise posture, une fois encore. C'est une posture de rigolo. On ne sait même pas comment interpréter cela. D'accord? C'est bon, vous me suivez? Allô? Oui, oui. Super, merci beaucoup, Amos. Et enfin, la dernière posture, elle est en vert. Vous avez le feu vert pour passer. La bonne posture. Vous avez un dos presque vertical, la tête redressée, regard droit, main posée sur la table sans être statique. On ne vous demande pas d'être un robot, bien sûr, puisqu'on a dit, vous avez vos mains qui sont posées sur la table sans être statique. De temps en temps, vous bougez quand même. Quand on vous donne la parole, vous voulez répondre, vous faites de la gestuelle, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est une bonne posture. Vous êtes droit. Vous avez le regard droit posé donc sur le recruteur. Votre dos est presque vertical. Vous avez la tête redressée. Voilà. Vous n'êtes pas avachi. Voilà. Vous n'êtes pas avachi dans votre siège. Vous êtes droit. Bonne posture. Et là, ça se sent en même temps. Ça se sent en même temps. Donc, c'est cette posture-là que je vous conseille lorsque le recruteur va vous inviter à vous asseoir. Vous vous asseyez, il reste quoi? Il reste les échanges. Il reste les échanges. Et les échanges commencent souvent par des questions. Qui posent la question. D'abord, le recruteur se présente. Je suis monsieur, je suis Désiré Sossou, recruteur.
Dans le cadre donc, du recrutement d'un chargé de formation pour telle entreprise, je suis chargé donc de m'entretenir avec vous. Nous avons reçu votre candidature. Nous avons estimé quand même que vous avez du potentiel. Mais pour nous en convaincre, nous sommes là pour échanger avec vous. Ouais, la personne s'est présentée d'abord. Et si elle n'est pas seule, elle est avec 2 ou 3 personnes, se présente. Donc, sachez déjà, en même temps que vous pourrez aller en entretien, vous vous retrouvez en face de 4 personnes. Comme vous vous retrouvez en face d'une seule personne, sans problème. Alors, donc, il va se présenter et vous donner la parole à son tour. Vous devez donc répondre aux questions. Mais il vous donne souvent l'ossature de l'entretien. Et souvent, c'est en 3 temps ou en 4 temps, ça dépend donc du recruteur. Premier temps, il va vous poser des questions sur votre parcours professionnel. Ensuite, il va vous poser des questions sur vos motivations. Enfin, il va vous poser quelques questions de technique. Enfin, il va vous donner la possibilité de poser des questions. Mais bien avant ça, souvent, le recruteur revient sur le poste, sur l'entreprise, pour vous détailler en fait ce qu'on attend de celui qui va occuper le poste. Et enfin, on vous permet donc de poser des questions sur le poste, sur l'entreprise, si vous en avez. Voilà, il vous dit la trame de l'entretien. Et il dit, bon, dans un premier temps, je vous écoute. Oui, c'est classique. Il peut dire, je vous écoute. Alors, vous vous retrouvez un entretien, on vous dit, je vous écoute. Vous allez faire quoi? Je vous écoute. Alors, je pose la question. Je dis, je vous écoute. Frégis est là? Frégis, tu es un entretien avec moi. J'ai fini de donner la trame et je te dis, je vous écoute. Que vas-tu faire? Frégis est là? Si Frégis n'est pas là, une autre personne pour m'aider à répondre. Si je vous dis, je vous écoute. Avance, tu peux toujours nous aider, hein? Oui, je vous écoute. Bonjour. Oui, vas-y. Vous avez dit que vous avez déjà commencé, genre vous avez accueilli, je vous ai demandé de vous asseoir et je vous ai présenté la trame de l'entretien et tout de suite je dis je vous écoute. Vous m'écoutez, ok, d'accord, donc je vais vous remercier de m'avoir accordé l'entretien, déjà. Ensuite, je vais commencer en fait à parler de mon parcours professionnel, genre un petit résumé de ce que j'ai, de ce que je suis, de ce que j'ai fait côté professionnel. Ok, je vois. Et oui, et là, c'est bien ça. Parce qu'il y a plusieurs variantes de cette question-là. On vous dit je vous écoute. On dit parlez-moi de vous, par exemple. On dit qu'est-ce que vous avez envie de me dire avant qu'on démarre cet entretien, par exemple. Oui, c'est différentes formules, plusieurs variantes de la question. Mais les recruteurs professionnels qui ne veulent pas créer de soucis aux candidats, ils posent la question de façon précise. Alors, cher monsieur, pour démarrer cet entretien, je souhaiterais que vous me parliez de votre parcours professionnel. Oui, c'est précis, votre parcours professionnel. En commençant, vous savez que vous allez vous présenter, je suis Désiré Soussou. Et vous commencez votre parcours professionnel. Et quand on dit parcours professionnel, il ne s'agit pas de commencer par raconter sa vie, que vous aviez démarré vos études au cours primaire telle année, que c'était dans tel village, ensuite que vous êtes venu en ville, etc. Non, 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 patati patata. Ces blabla-là ne sont pas à dire. Allez à l'essentiel. Il a déjà votre CV. Il y a pas mal d'informations sur le CV. Donc, ne perdez pas du temps à revenir, à ressasser donc toutes ces informations-là. Donc, c'était juste pour montrer que c'est des variantes de la question. Parlez-moi de votre parcours professionnel. D'accord? Ça peut être une question. Les qualités et défauts, c'est des questions. Pourquoi vous? Si vous avez déjà apprêté toutes les réponses à ces questions-là, vous allez vous en sortir facilement. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste? C'est une question récurrente. Vous vérifiez si vous allez dire du mal des gens. La prétention salariale. Là, je suis en train de vous dire les questions essentielles, les questions phares qui reviennent souvent en entretien d'embauche. La prétention salariale également qui est là. Beaucoup d'autres questions. Puis, il y a qu'on peut vous poser des questions techniques sur votre poste pour vous mettre en face de certaines situations.
qu'on vous pose des questions pour vérifier si vous avez certaines qualités, si vous êtes une personne attentive, si vous êtes une personne rigoureuse. Et ayez toujours de ces informations, des exemples, des anecdotes à raconter. Tout le monde aime les anecdotes, donc de petits éléments qui montrent effectivement que vous avez ces qualités-là. Et c'est à rien de dire je suis rigoureux, je suis dynamique à un entretien d'embauche. Non, tout le monde peut le répéter. Il suffit de chercher dans votre passé professionnel des exemples concrets qui montrent que vous êtes une personne dynamique. Vous donnez un exemple. Ou que vous êtes une personne agile, que vous êtes une personne qui aime travailler en équipe, par exemple. Donc, vous devez avoir des exemples. Sur la question de la prétention salariale, si vous êtes bien préparé, c'est que vous aurez déjà demandé à des amis qui auraient occupé ces postes-là mais qui ne sont plus, ou des gens qui travaillent dans des cabinets, ou de personnes ressources qui pourraient vous informer sur à peu près dans ce genre d'entreprise et à tel poste, parce qu'il y a plusieurs critères. C'est tel montant qu'on paye. Et là, vous proposez une fourchette en entretien d'embauche. Quoique, normalement, l'entreprise a son salaire à proposer. Normalement. Donc, c'est important de vous renseigner avant d'aller en entretien d'embauche. Oui, il y a une intervention? Oui, j'ai une question. Oui. Oui, récemment, je dirais, il y a un recruteur, enfin, quelqu'un qui cherchait pour un poste que j'occupe déjà quelque part, qui m'a abordé directement une boss et il m'a demandé, voilà, prétention salariale. Ok, j'occupe déjà le poste quelque part. Je sais exactement combien je gagne et je lui dis, voilà, enfin, j'ai juste mis une petite somme en plus de ce que je gagnais normalement, actuellement. Oui. Oui. Et la première chose qu'il a fait, c'est c'est ça. En fait, ça m'a étonné parce que ce que j'ai mis sur le montant que je gagne actuellement n'était pas du tout exorbitant. Et si je dois avoir une promotion là où j'étais, j'allais l'avoir avec ce montant-là. Donc, je me dis, si je dois quitter où je suis pour aller à dans une autre entreprise, il faut quand même que ça soit un truc approximatif. Mais il n'a pas du tout cru. Il s'est dit, ouais, c'est ça. Et il ne m'a jamais recontacté. Je me suis dit, mais OK, la prétention salariale varie selon l'entreprise. Et comment savoir exactement, OK, ils sont capables de payer tant. Donc, si je dis tant, ils ne vont pas me prendre pour quelqu'un qui veut prendre beaucoup plus que ce qu'il ne vaut, en fait. Je comprends. Alors, vous savez, la grosse difficulté chez nous ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tests, surtout dans le privé, qui encadrent les prétentions salariales, c'est-à-dire les salaires. Vous savez, dans le privé, il y a des éléments, d'accord? Vous avez des indices en fonction de votre diplôme, en fonction de vos expériences. Il y a des indices qui permettent donc à celui qui est chargé donc de proposer les salaires, de vous aider, de vous dire exactement c'est tel montant vous devez gagner dans le public. Dans le privé, certes, il y a des conventions, il y a des catégories professionnelles qui existent, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les salaires varient en fonction des secteurs d'activité. Ça varie en fonction des secteurs d'activité. Ça varie également en fonction des diplômes que vous avez. Ça varie également en fonction des expériences que vous avez. Et là, en toute honnêteté, moi, je vous dis, c'est un gros souci au niveau des entreprises. Les rares sont ces entreprises, qui respectent véritablement le salaire qu'il faut payer aux candidats en fonction de leur diplôme et en fonction de leurs expériences. Et je tire donc la pierre chandelle à ces entreprises-là, quand même, qui respectent les choses comme cela se doit et qui payent le salaire qu'il faut. Si vous avez un BTS, par exemple, vous avez un BTS, si on doit vous recruter, chez nous, vous avez entre 70 80 000 qu'on paye. D'accord? La licence, normalement, on doit payer 130, 150 000. C'est ça, les gens payent. Mais vous allez voir des personnes qui ont une licence avec 2 ans, 3 ans d'expérience, on leur propose 80 000. Et ces personnes également acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il y a une certaine précarité sur le marché, je dois accepter ce qu'on me propose. Mais attention, lorsque vous avez pris des années à apprendre, d'accord? Je dis apprendre là, c'est professionnellement. Vous avez déjà acquis des expériences professionnelles dans des entreprises. Et que vous avez fait 2 ans. Vous avez supporté un salaire en griffe minable, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais après 5 ans, vous connaissez désormais votre valeur, votre capacité.
votre valeur en griffe sur le marché. Donc, vous pourrez proposer et négocier votre salaire. Mais tout à l'heure, je vous disais, chaque entreprise, normalement, a sa grille. Il y a une grille qui est proposée par l'entreprise, dont l'employeur sait pertinemment ce qu'il a prévu. Maintenant, si vous ne vous renseignez pas en amont et que vous allez là-bas, eux, ils avaient prévu, par exemple, 300 000, et vous dites 150 000, il y a deux cas. Certaines entreprises peuvent vous accepter. Vous dites, d'accord, il n'y a pas de problème, je le prends pour les 150 000. Mais attention, c'est aussi un piège. Vous ne savez pas ce qui vous attend véritablement à ce poste-là. Ou il y a certaines entreprises qui disent, bon voilà, on va économiser. Mais c'est une grave erreur qu'elles-mêmes comprennent après, que c'est une erreur. Parce que la personne, à un moment donné, peut décider de partir. Parce qu'elle a sous-évalué, en fait, le poste qu'on lui a confié. Voilà pourquoi on vous demande de vous renseigner. Vous posez des questions pour savoir à peu près comment ça fonctionne. Chez nous, c'est difficile. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un site Internet, il y a une plateforme où un travail formidable est en train d'être fait par rapport au salaire. Quand vous voulez aller en entretien d'embauche, vous pourrez aller sur cette plateforme-là pour voir à peu près combien on peut payer. Et pour finir sur cette question-là, il y a aussi le secteur d'activité, l'entreprise en question. Je recrute une secrétaire dans une boulangerie, ce n'est pas le même salaire qu'elle va prendre si elle se retrouve dans une banque ou dans une compagnie d'assurance ou bien dans une entreprise de GSM. Vous comprenez un peu la nuance. Donc, il y a tous ces aspects-là qui jouent. Voilà pourquoi il faut bien vous renseigner avant d'aller à un entretien d'embauche. Donc, je continue. On va vous poser la question liée aux défauts, aux qualités. J'ai parlé des qualités tout à l'heure. Les défauts, faites très attention par rapport aux défauts. Quand on dit quels sont vos défauts, c'est vos défauts, pas de façon générale. C'est des défauts liés à votre activité, au poste en question. Et là, il ne faut pas confondre un défaut humain qui tient à votre personnalité, d'accord, votre mode de fonctionnement avec un manque de compétences. Un défaut humain est différent d'un manque de compétences. Quand vous dites par exemple que vous êtes une personne que vous vous exprimez difficilement en anglais, c'est pour un poste de commercial, on dit, bon, parler l'anglais serait un atout. Un manque de compétences. Ça, c'est un manque de compétences. Ce n'est pas un défaut. D'accord? Parce que, pourquoi j'essaie de faire la nuance? Il y en a des fois, quand tu leur demandes le défaut, ils te parlent de compétences. Tu leur dis, en fait, ce n'est pas un défaut, c'est un manque de compétences. Le défaut, ça peut être quoi? Que vous avez du mal à planifier, par exemple. Vous avez du mal à planifier, ou bien vous êtes une personne timide, par exemple. D'accord? Vous êtes une personne timide, vous avez du mal à faire confiance aux gens, vous avez du mal à vous adapter, par exemple, à une équipe, difficilement. Ça, c'est des défauts. C'est lié à votre mode de fonctionnement en tant qu'être humain. Tout ça, ça peut se corriger. Donc, c'est différent d'un manque de défauts. Donc, faites très attention dans ce que vous allez dire quand on vous pose des questions. Et une fois encore, il faut éviter à tout prix certains défauts. Il ne faut pas dire un entretien devant un recruteur, je suis perfectionniste. Non. Non, non, non. Je suis perfectionniste. C'est à brasserie. Je manque de confiance en moi. Encore moins. Je manque de confiance en moi. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui ont confiance en elles-mêmes pour travailler dans les organisations. Je n'ai pas l'esprit d'équipe. Alors là, c'est grave. Nous avons aujourd'hui besoin des équipes agiles, des équipes qui s'adaptent très rapidement parce que le monde va très, très vite. D'accord? Je suis quelqu'un qui aime travailler seul. Non, on veut des gens qui travaillent en équipe. Vous voyez, c'est des choses que j'ai entendues dans des entretiens d'embauche que je vous ai répertoriées. Je suis quelqu'un de colérique. Non, je suis intransigeant, je suis obstiné, têtu, je suis trop sûr de moi, agressif, trop sûr de vous, vous êtes imbu de votre personne. Non, agressif, je suis anxieux, je suis opportuniste, je suis carriériste. Asocial, vous êtes carriériste, ça veut dire que vous êtes prêt à tout pour aller de l'avant. D'accord? Vous pouvez donc passer sur les autres. Vous êtes autoritaire, borné, pinailleur. Non. Ouais, c'est quelques égocentriques, émotifs, méprisants. On a besoin de personnes qui ont une intelligence émotionnelle. On n'a pas besoin des gens qui sont très, très émotifs dans les organisations aujourd'hui.
Les fameuses soft skills, je reviens encore là-dessus, les soft skills. On a besoin vraiment des personnes qui ont une certaine intelligence émotionnelle, des personnes capables de se fondre dans la masse, des personnes capables de s'adapter facilement, des personnes capables de travailler en équipe, des personnes qui sont très sociables, etc., etc. Donc, évitez de dire tous ces éléments-là. Le défaut que vous donnez ne doit pas être en contradiction avec le poste. On veut recruter un chargé de communication et on vous demande défaut et vous dites, moi j'ai du mal à prendre la parole, ou bien, oui, j'ai du mal à prendre la parole en public, ou bien je stresse quand on me dit qu'il y a une communication à faire. Non, vous voyez, ce n'est pas en accord avec le poste, c'est en contradiction avec le poste. Vous êtes en train de vous desservir. Les défauts présentés doivent être bien différents. Il ne faut pas que ce soit un défaut typé, c'est-à-dire un mot spécifique que vous avez donné. Vous faites une autre phrase et vous voyez, on sent que c'est les mêmes choses que vous répétez. Et les défauts doivent avoir une base de réalité. Alors, il y en a qui sortent des défauts monstrueux. Et vous voyez que, bon, en fait, ce n'est pas réel. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas réel, ce défaut-là. Donc, il faut faire très attention dans les défauts que vous donnez. Le monsieur, le recruteur, à la fin pratiquement donc de l'entretien, il vous dit, est-ce que vous avez des questions à poser? Avez-vous des questions à poser? Il y en a pour la plupart qui disent non, je n'ai pas de questions à poser. Ah là là, non. Vous devez avoir des questions à poser. Obligatoirement. Et vous devez apprêter même ces questions-là avant d'aller à l'entretien. Quelles sont ces questions-là que vous devez poser? Quelles sont les questions que vous devez poser une fois qu'on vous pose cette question-là? Exemple, combien de salariés compte votre entreprise? Combien? Également des questions sur le service. Quelle est la place du service dans l'organigramme de l'entreprise? Le service occupe quel poste? Quel niveau? Quel niveau de responsabilité du chef service, par exemple? Il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes dans le service? Quelle est la composition donc, du service? Il y a un chef service, il y a un chef service adjoint, il y a 2 collaborateurs, il y a un stagiaire actuellement, par exemple. Donc, quand vous posez ces questions-là, ça intéresse le recruteur. Je dis, vous êtes intéressé par le poste en question. Et évitez de poser des questions auto-centrées. Est-ce qu'il y a un ticket valeur, les avantages, etc. Ça ne devrait pas être vos premières questions. Non, vous devez poser des questions sur le poste. Vous devez poser des questions sur l'entreprise. On doit sentir que vous êtes curieux, que vous voulez bien comprendre l'environnement dans lequel vous voulez travailler. Quel est l'emploi du temps? Quels sont les horaires? Oui, c'est des questions pertinentes qu'il faut poser. Quels sont les horaires? C'est important parce qu'il y en a qui ne demandent pas. Ils pensent toujours que, bon, dans tous les secteurs, on travaille de 8h à 12h30, 15h, 18h30. Non, il y en a qui travaillent au-delà des 40 heures réglementaires. Et vous devez demander pour savoir réellement comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des heures qui sont... Si ces heures supplémentaires sont payées, vous devez poser ces questions-là. Quel est l'emploi du temps? Comment vous vous organisez dans l'entreprise? C'est important de savoir là où vous voulez mettre les pieds. D'accord? Donc ça, c'est quelques questions que vous devez poser en entretien d'embauche, surtout quand le recruteur vous demande. À la fin de l'entretien, que devez-vous faire? Alors, à la fin de l'entretien, il s'agit simplement de remercier le recruteur avant de partir, bien sûr. Il y a un recruteur qui vous accompagne. Quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous devez faire, c'est d'envoyer encore un message de remerciement au recruteur. Ça peut être, vous utilisez le canal qui a été utilisé pour vous contacter. Si ce n'est pas WhatsApp, vous le faites. Si c'est un SMS, vous le faites. Si c'est quand vous a appelé, vous appelez. Si c'est un mail, vous utilisez le mail. En tout cas, vous utilisez le canal par lequel on vous a contacté pour vous convier à l'entretien. C'est important. Vous devez suivre le reste du processus de prêt. Un bon béninois, vous savez, des fois, on lance des processus de recrutement, vous finissez de suivre l'entretien. Plus de nouvelles, 1 semaine, 2 semaines. Est-ce que vous ne faites pas de temps en temps de tour au niveau de l'entreprise? On a peut-être affiché les résultats sur un tableau d'affichage au niveau de la structure. Donc, vous n'avez pas vu. Il y a un biais dans le recrutement là.
on vous avait convoqué par téléphone pour vous inviter, pour vous convoquer au test, pour vous convoquer à l'entretien. En temps normal, à la fin, on devrait également vous informer pour dire à l'issue des tests ou bien à l'issue de l'entretien, vous avez été retenu ou bien il y a un deuxième entretien à faire. Bon, il y en a un, ça c'est l'occasion pour éliminer les gens. On ne vous informe pas, on fait juste affichage. Bon, allez-y comprendre quelque chose. Sans nouvelles, après une semaine, il faut relancer le recruteur. Et moi, je subis ça tout le temps. Hein. Il y en a qui me relancent tout le temps. Oui, monsieur, je voudrais savoir quelle est la suite du recrutement. On a fait l'entretien, ça fait déjà une semaine. Et je leur réponds. C'est vrai que tous les recruteurs n'ont pas le même tempérament que moi. Mais je leur réponds régulièrement. Je leur explique à quelle étape on est. Parce que souvent, à la fin du recrutement, ce n'est pas nous en tant que recruteurs indépendants ou cabinet qui choisissons directement. On fait un point à l'entreprise, comment dit-elle, c'est l'entreprise qui fait son dernier choix. On envoie peut-être 2 ou 3 personnes. Et c'est l'entreprise qui choisit la personne qui lui convient. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, sans nouvelles, après une semaine, relancez le recruteur poliment. On ne vous demande pas de l'harceler, de l'appeler 3 ou 4 fois par jour pour savoir quelle est la suite. Non, envoyez un message, appelez-le. Si vous l'appelez 1 ou 2 fois, il ne prend pas, laissez, il peut vous rappeler ou envoyer un message. Quand il aura le temps, il va répondre. En tout cas, moi, Monsieur Désiré, il y a Madame Nouradine qui a la main levée. D'accord, c'est parce que je faisais un partage d'écran que je ne voyais pas rapidement les mains levées. Je suis déjà à la fin. Je pense que tout le monde aura l'occasion de poser des questions. Okay. Alors, chers amis, merci beaucoup. Voilà ma présentation. J'espère que vous avez tiré l'essentiel et que vos questions et apports nous permettront donc d'enrichir ces échanges-là. Merci beaucoup. Oui, Amance, tu peux gérer les questions? Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était vraiment enrichissant, même si je vous ai coupé plusieurs fois. C'est pas grave. Madame Nouradine, si vous avez une question, vous pouvez y aller. Je pense que c'est un monsieur même. Ah, oh, sorry. C'est un monsieur. Désolé. Un monsieur qui nous suit depuis... Je pense qu'il ne doit pas être au pays. Il n'est pas au Bénin, il doit être... Oui, monsieur Nouradine Moussa. Vous nous entendez? Oui, monsieur Sassoul, je vous entends. Très bien. Très bien. Bon, je viens d'arriver en retard. Je viens d'arriver en retard. D'accord. C'est pour vous faire signe que je suis là. Pardon? C'est pour vous faire signe que je suis là. Ah, d'accord. OK. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis venu en retard, c'est là. Alors, vous nous appelez d'où actuellement? À Djibouti, je suis à Djibouti. Voilà, depuis Djibouti. Merci beaucoup. OK, monsieur Sassoul. Est-ce qu'il y a eu des questions écrites ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, des apports à faire? C'est vrai qu'on n'a pas eu du monde. Monsieur Faramo, Frejus était avec nous. Happy Tidjani, bonsoir. Monsieur Happy n'est pas là. Madame Lucia. Il y a également Fabien qui est là. Allô, vous nous entendez? Allô? Amance, tu es là? Oui, je suis là. Bon, apparemment, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de questions. Ouais. Donc, j'aurais aimé en avoir. Hein. Je suis sûr que je n'ai pas... Je n'ai pas tout dit. Est-ce que toi-même, tu as une question par hasard? Je sais que tu m'en as déjà posé. Hein. Ouais, donc tout de suite, non.
Bon, je reconnais quand même que beaucoup n'utilisent pas encore Microsoft Teams. Tout le monde ne connaît que Zoom, alors que Teams existait avant Zoom. Oui. Bon, voilà. Donc, on a eu très peu d'intervenants, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'au moins, si ça tombe dans les oreilles d'une ou deux personnes, c'est utile. Je suis sûr que cette communication aurait aidé une ou deux personnes. L'objectif serait déjà atteint. Déjà, on enregistre comme vous l'avez sûrement constaté, donc ça se retrouvera sur notre site web. Donc, tous ceux qui ont manqué pourront, D'accord. voilà, s'il y a une forte demande pour une autre session un peu plus approfondie, peut-être, on pourra vous Il n'y a pas de recontacter. problème. On est en contact, donc on pourra refaire une session. Il n'y a pas de problème, Amos. Je serai là. OK. Alors, on va faire un dernier tour pour savoir s'il y a des questions éventuelles, des apports. Est-ce que M. Happy Tidjani nous entend? Il est hors de l'organisation. Lucia, Madame Lucia, bonsoir, vous êtes là? Lucia n'est pas là. Fabien. Allô? Oui, Lucia, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Désiré. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien. On m'a dit que tu as sûrement une question à me poser. Sûrement. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier parce que moi, j'ai vu, par exemple, beaucoup d'éclaircissements par rapport à la question avez-vous des questions à nous poser? Généralement, je dis non. Ah, voilà. Il faut toujours poser. Généralement. Oui. Maintenant, il y a une question aussi qui me chiffonne un peu. D'habitude, on demande qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Je ne sais pas si vous aviez déjà parlé de ça au début parce que je ne me suis pas vite connectée. D'accord. Alors, lorsque vous êtes un candidat, donc une candidate, voilà, Lucia est une candidate. Vous êtes dans quel domaine? L'hôtellerie. L'hôtellerie. Alors, donc Oui. vous avez suivi une formation, vous avez sûrement de l'expérience à revendre et on veut vous recruter dans un complexe hôtelier de la place. Vous vous retrouvez à l'entretien d'embauche, on vous pose cette question. Oui. Qu'avez-vous à nous apporter? Qu'est-ce que vous avez de différent? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Qu'est-ce que vous pourrez apporter à notre organisation? Donc, vous devez être capable de proposer des choses. Qu'est-ce que vous pourrez faire de plus que les autres dans notre entreprise? Si, par exemple, vous êtes une personne joviale, Oui. vous êtes une personne débordante d'énergie, oui, vous allez apporter votre vivacité à l'organisation. C'est important. Vous êtes une personne qui arrive facilement à s'adapter à toutes les conditions, par exemple. Vous êtes la bienvenue dans l'organisation. C'est peut-être ça que l'entreprise recherchait depuis. Donc, vous êtes l'appel rare que l'entreprise la recherchait. Oui. Donc, vous pourrez rechercher 2 ou 3 éléments comme ça avant d'aller à l'entretien. Parce que généralement, cette question-là est posée. On veut savoir réellement ce qui vous distingue des autres. Et donner souvent des chiffres. Oui, je pense que je pourrais être efficace à ce poste-là pour 3 raisons. Ou bien je pourrais vous apporter 3 choses majeures. D'abord, je suis une personne avec beaucoup d'énergie. Ou bien je suis une personne qui m'adapte très rapidement. Donc du coup, lorsque vous allez former des équipes pour des activités, etc., j'arrive facilement à le faire. Exemple, je donne un exemple. Dans mon parcours dans telle entreprise, voilà, j'ai participé à telle émission, j'ai pu m'adapter rapidement, je m'intègre facilement. Donc, vous recherchez également un autre élément. Si c'est que vous avez eu le temps de travailler un peu sur les défis de l'entreprise, vous aurez des propositions à faire. Peut-être c'est par rapport à l'accueil, ou bien par rapport au service, la manière dont c'est les clients au restaurant de l'hôtel, par exemple. Ou bien quand vous êtes arrivé, automatiquement, vous avez observé qu'il y avait des comportements de certains serveurs, parce qu'il faut avoir l'œil pas adapté. Voilà. Vous faites tout à l'heure en venant, vous pensez qu'on peut faire autrement. Vous avez la
capacité donc d'amener l'entreprise à faire les choses différemment et avoir des résultats. Voilà, Lucia, comment tu peux répondre à cette question-là? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'est-ce que tu peux apporter de façon concrète à l'organisation? Ok. Merci, Monsieur Désiré. Merci à toi. Tu as vu, je savais que tu avais une question à poser. Monsieur Moussa, vous avez une question? Depuis Djibouti. Je rappelle que monsieur Moussa était au Bénin il y a quelques mois. Il a suivi une formation de consultant en recrutement que j'ai animée. Donc, il est également consultant en recrutement qui nous représente valablement à Djibouti. N'est-ce pas, monsieur Moussa? Oui, mon cher formateur. Je vous reçois sur 5 sur 5. D'accord, ok. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À moins s'il n'y a plus d'autres interventions, on peut mettre fin à la séance et demander bien évidemment que tu nous fasses la conclusion. Amon, c'est également hors de l'organisation. Essaie de connecter. Non, je suis là. Ah, d'accord. Et Amon, s'il n'y a plus d'autres interventions, je te laisse le dernier mot. Amon, tu m'entends? Oui, je suis là. Désolée. Oui. Alors, donc, que tu as le dernier mot pour clôturer? Oui, donc, déjà, je vous remercie beaucoup pour la question parce que moi, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, j'ai une bonne réponse pour le monsieur qui m'a écrit la dernière fois. Oui. Donc, je crois que je vais mieux m'exprimer, en tout cas à mon niveau, à tout ce que j'ai comme entretien dorénavant. Et aussi, j'espère que tous ceux qui ont participé ont pu tirer des leçons des erreurs qu'ils faisaient au cours de l'entretien, surtout comme la posture. Franchement, ce problème, genre, on ne le remarque même pas quand on est en train à un entretien, on ne le remarque pas du tout. Donc, merci beaucoup, merci pour vos apports et j'espère que on sera... J'espère qu'on sera... On va se revoir pour ne pas dire... Enfin, pas se revoir, mais on sera ensemble sur une autre session plus approfondie. Pourquoi pas par personne, pour qu'on puisse avoir comment, par exemple, exprimer nos forces, nos faiblesses. Individuellement, ça serait bien. Donc, merci encore et je dirais... C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon week-end. Merci. Merci pareil à toi. Merci également à Gloria. Merci à tous. Merci à Nouradine Moussa. À la prochaine. Merci. Lucia, Préjudice Stéphanie. Merci à vous aussi, monsieur Soussou. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Oui. Ok.